Parfait. Alors, beaucoup de choses, en tout cas, des éléments riches. Moi, je trouve qu'effectivement, il y a la manière de regarder les choses. Je crois que sous couvert de regarder les choses, en tout cas sous des angles très différents, en disant des choses différentes, je ne crois pas qu'il y ait en réalité tant que de ça, de contradictions entre vous. Je vais juste, David, remonter à la Bretagne. Et vous posez cette question, justement, les réglementations là, dont on parle, au niveau notamment français, européen. Vous, comment vous le voyez sur l'expression de l'identité, de la culture bretonne en ligne? Un support qui limite, qui favorise, qui aide ou au contraire qui contraint? Alors, je suis très optimiste sur la capacité de l'Europe à peser dans le numérique. On participe à différentes instances, notamment l'ICANN, qui gère l'Internet au niveau mondial. Quand la France ou l'Allemagne s'expriment, il n'y a pas grand monde qui écoute. Par contre, quand l'Union européenne donne le point de vue de l'Europe par rapport au poids qu'on représente collectivement, on l'a évoqué tout à l'heure, il y a des réglementations que les big tech, le secteur numérique au niveau mondial, ne peut pas ignorer. Ce sont les réglementations européennes. On a réussi à imposer avec le RGPD une notion de vie privée qui s'est étendue au niveau mondial. Pas toujours de manière parfaite dans l'industrie des noms de domaine, mais on a cette capacité, parce qu'on est encore la première puissance économique mondiale, à peser dans le débat mondial et à réussir, quand on agit de manière coordonnée, à imposer nos normes. Donc vraiment, un espoir dans la capacité européenne à porter les choses, et qu'on soit en Bretagne, en Alsace, en Corse, en Normandie, on se rattache à cette culture européenne de diversité. Donc on n'est pas dans une globalisation qui est surtout anglo-saxonne, mais voilà, on va vraiment avoir cette diversité. Sur les réglementations, on n'a pas évoqué encore Nice 2, mais on a aujourd'hui, donc avec l'Europe, et c'est en train d'être transposé dans la loi française, une hausse du niveau de jeu en matière de cybersécurité, pour faire notamment en sorte que tout ce qui est hameçonnage, piratage de sites web soit rendu plus difficile. Ce qui se passait auparavant, c'est qu'on focalisait beaucoup la protection numérique sur les grandes entreprises, les opérateurs télécoms, EDF, etc. Et au fur et à mesure qu'il y a, on n'en a pas encore parlé, une menace cyber, donc d'attaque, on a descendu le niveau de protection au niveau donc des entreprises qui ont un poids en matière numérique. Et on passe de 500 acteurs qui étaient concernés par la réglementation numérique à 15 000 acteurs, dont notamment les collectivités. À partir du moment où elles ont un point important, les intercommunalités vont devoir hausser leur niveau de jeu. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte qu'une fois qu'on a bien protégé nos entreprises comme les opérateurs télécoms, eh bien, il y a des acteurs étatiques qui s'attaquent au niveau d'en dessous pour créer du désordre. Et je veux rebondir sur le désordre des réseaux sociaux. Alors, je suis là moins optimiste, ou en tout cas plus vigilant, pour dire qu'il peut y avoir une traduction malheureusement concrète de menaces sur les réseaux sociaux qui se traduit d'un point de vue physique, politique. C'est ce qui se passe en Afrique, où vous avez des généraux russes qui expliquent très simplement, et on est dans une guerre informationnelle, en voyant les impacts pour la présence française en Afrique, des débats qui ont été menés par les réseaux sociaux, en disant si on avait su que ça coûtait si peu cher de réussir à renverser l'influence française, on s'y serait mis plus tôt. Ça coûte moins cher qu'un régiment de blindés de pouvoir manipuler à distance donc les réseaux sociaux dans un but politique précis. Et donc là, c'est aussi une vigilance qu'il faut avoir et une régulation à porter.